Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui lance la semaine de la transformation digitale initiée par Meyer Ashline qui va voir environ 14 webinaires se dérouler durant toute cette semaine sur des problématiques de digitalisation de la fonction RH. Alors pour ce premier webinaire introductif, je reçois Geoffroy Delétrange de Cornerstone. Bonjour à Geoffroy, tous. je te laisse te présenter. D'accord, merci. Oui, donc bonjour à tous. Je m'occupe du marketing produit et de la communication chez Cornerstone On Demand, éditeur de logiciels de gestion des talents et de la formation. Et donc, je travaille dans ce domaine RH au sens large depuis une dizaine d'années et une expérience en marketing depuis un peu plus de 20 ans. Super. Tu peux nous redire un petit mot sur Cornerstone? Oui, volontiers. Donc, Cornerstone, éditeur qui a lui aussi d'ailleurs 20 ans, qui est aujourd'hui, qui compte plus de 70 millions d'utilisateurs sur la plateforme, plus de 7000 entreprises clientes dans le monde. La France est un de nos principaux marchés mondiaux. On travaille aussi bien avec des grands groupes du CAC 40 qu'avec des entreprises de taille intermédiaire pour gérer en fait tout le développement des talents, la formation, y compris les contenus de formation d'ailleurs, la gestion de la performance, la gestion des compétences sur lesquelles on investit beaucoup, le recrutement, l'administratif RH. Et on a une année particulièrement riche puisqu'on a au mois de janvier racheté l'entreprise française Clustry, spécialisée dans le big data appliqué à la gestion des compétences, et plus récemment notre concurrent Saba, donc acteur historique de la formation, ce qui fait de nous l'un des principaux acteurs maintenant dans le domaine. Super. Alors, on va revenir sur cette crise. J'aimerais avoir ton Mhm. avis un petit peu rétrospectif sur ce qui s'est passé, sur le comportement qu'ont pu avoir les professionnels RH pendant cette période. J'imagine que tu as un certain nombre de retours à nous faire là-dessus. Oui, alors bon, ça a été secoué. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. La première, c'est que les RH ont été les premiers sur la ligne de front, avec vraiment au moment même où le confinement a été annoncé et mis en place, il a fallu, dans l'urgence, pour certains, dans les secteurs les plus touchés, mettre en place le chômage partiel, ce qui a été une masse de travail qui est tombée d'un coup sur les professionnels RH qui ont dû mettre ça en place. Et en même temps, pour ceux qui avaient la possibilité d'organiser le travail à distance, eh bien, s'assurer que ce soit effectivement mis en place dans des bonnes conditions, avec à la fois les aspects, on va dire, purement matériels. Est-ce que les gens sont équipés pour travailler à distance? Et puis aussi les aspects plutôt à la fois organisationnels et on va dire intellectuels. C'est-à-dire que plusieurs entreprises n'avaient pas cette habitude de travailler à distance. Donc même si les gens ont un ordinateur portable et un smartphone, ça ne suffit pas pour être efficace. C'est le minimum requis, bien sûr, mais enfin, une fois qu'on est chez soi, comment on organise, comment on met en place, comment on accompagne. Et là aussi, les RH, finalement, se sont retrouvés au premier plan euh, pour, j'appellerais ça, garantir la continuité et l'efficacité. Donc, ça a pu passer par la mise en place de formations sur ce thème, justement, comment travailler à distance, pour former les managers, comment accompagner une équipe distante, etc. Euh, je pense que beaucoup d'entreprises ont dû réagir de façon complètement imprévue. Vous avez sans doute vu cette petite caricature qui circulait sur Internet en 2020 qui est le promoteur de la transformation digitale dans l'entreprise, le PDG, le DSI ou Covid-19. C'était évidemment Covid-19. Donc, je pense que voilà, face à cette crise, les RH finalement ont montré un peu malgré eux le point auquel ils étaient indispensables dans l'entreprise. Ils se sont rappelés Alors, au bon souvenir des dirigeants.
C'est marrant ce que tu dis parce que parmi les promoteurs de la transformation digitale, est-ce qu'on n'a pas également la fonction RH qui est un moteur quand même extrêmement important dans cette transformation digitale au sens large de l'entreprise parce que finalement c'est elle qui va être un petit peu maître d'œuvre et qui va orchestrer ces différentes transformations, notamment au niveau des métiers. Alors, oui, bien sûr, et non seulement ça, mais elle est absolument indispensable. Euh, la question était, est-ce que c'était perçu comme tel par les entreprises? Et j'en suis pas D'accord. forcément convaincu. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Euh, j'ai en tête un exemple positif d'ailleurs d'un groupe industriel français qui veut développer leur transformation digitale et qui ont mis en place une équipe transverse euh, pour mettre pour développer ces innovations dans lesquelles ils ont inclus une personne de la direction RH, bien entendu. J'ai d'autres exemples de clients Cornerstone dans différents pays qui ont aussi compris que le cœur de leur transformation digitale passait par, voire même commençait par, une adaptation de leur culture d'entreprise pour se transformer en entreprise de services digitaux. Je pense à une grande banque espagnole, par exemple, qui a voulu développer ce changement d'état d'esprit pour passer finalement du statut de service financier de banque à un statut de prestataire de services financiers digitaux. Donc, avec ce changement de mentalité-là, on a d'autres exemples dans d'autres pays et dans des secteurs d'activité différents. Donc oui, la transformation digitale doit absolument passer par les leviers RH. Encore faut-il que les entreprises en aient conscience et que les RH eux-mêmes aient envie de le faire. Alors, en France, je suis plutôt optimiste parce que j'observe que le monde RH français est quand même très ouvert aux sujets digitaux, beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe. Il n'y a qu'à regarder dans nos marchés, hein, les logiciels RH. Il y a un écosystème en France, aussi bien d'entreprises françaises que de filiales de groupes étrangers. Il y a un écosystème de start-up. Il suffit de voir tous ceux qui font partie du Lab RH, par exemple. Il y a des levées de fonds, il y a etc. Donc il y a tout ce dynamisme-là autour de la digitalisation de la RH qui est plus fort que dans à peu près tous les autres pays d'Europe. Et les RH français ont donc cette curiosité, cet intérêt pour les sujets digitaux. Donc ça, c'est quand même un point essentiel parce que c'est pas le cas partout. Donc cet élément-là, je pense, c'est positif. Maintenant, la difficulté en France, et le Covid l'a un peu montré d'ailleurs aussi, c'est qu'il y a toujours cette tension ou cette difficulté à jongler entre toutes les obligations légales, juridiques, administratives et les sujets plutôt liés à la gestion des talents qui sont plus orientés business. Euh, et évidemment, tous les sujets plutôt administratifs sont obligatoires, donc ils sont inévitables, même si les RH préféreraient passer plus de temps sur les autres sujets. Euh, donc ça, c'est une tension qui est difficile de résoudre, mais où, là encore, la digitalisation peut aider parce que, notamment sur les sujets liés à la gestion des talents, il s'agit d'un thème qui intéresse l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des managers. Et en digitalisant, par exemple, le développement des compétences, la gestion de la performance, les formations, le recrutement, la mobilité interne, etc., on donne plus d'outils aux salariés eux-mêmes et aux managers qui ont donc plus d'autonomie, ce qui libère aussi du temps au RH pour qu'ils puissent faire le reste de leurs activités et aussi que sur ces sujets talents, ils puissent se concentrer plutôt sur la stratégie plus que sur les aspects outils et mise en place. Alors, tu me disais que tu avais quand même constaté pendant le cœur de la crise un pic au niveau de la formation Oui. chez Cornerstone. Oui, ça, on a vu ça sur nos propres statistiques d'usage, hein, évidemment. Euh,
Il y a eu plusieurs éléments. Déjà, effectivement, uniquement en pic de fréquentation, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je pense que c'était un pic qui devait être de l'ordre de 30%. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais enfin, au niveau mondial, il y a eu ce pic-là, effectivement, d'accès à la formation. Par ailleurs, très tôt dans la crise, parce que la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord ont été en confinement à quelques semaines près au même moment. Euh, on a lancé un portail, Cornerstone Cares, disponible en 5 langues, dans lequel on a mis du contenu gratuit à disposition de tous. Déjà à la base, au démarrage, sur 3 thèmes. Premièrement, le Covid-19 en tant que tel et comment favoriser la prévention. Deuxièmement, tout ce qui est gestion du stress. Et troisièmement, tout ce qui est des organisations du travail à distance. Ça a été très 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 populaire. Je crois qu'on a eu plus de 100 000 personnes qui ont accédé à ce portail Cornerstone Cares. En plus de ça, alors les contenus qu'on a mis à disposition sur Cornerstone Cares de façon gratuite, on les a aussi proposés à nos propres clients, évidemment, de façon gratuite. Et on a vu que les contenus qui étaient les plus populaires, c'était justement comment organiser son bureau en travaillant à distance et puis la prévention sur le Covid-19. Et nos clients nous ont demandé, face à ça, et vu le succès que ces contenus avaient en interne, de développer le thème de la formation sur le sujet du travail à distance. Et ça, c'est un point intéressant parce que ça veut dire que toutes les entreprises s'attendaient déjà très tôt dans le confinement à ce que ce travail à distance soit largement prolongé. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, hein, malgré le déconfinement, énormément d'entreprises veulent poursuivre d'une manière ou d'une autre le travail à distance. J'ai même entendu certaines entreprises de la tech qui parlaient de prolonger bien au-delà de la rentrée scolaire de septembre et en réduisant leur espace de bureau. En fait. Alors peut-être que l'annonce d'hier va modifier un peu tout ça, hein. Peut-être qu'on va voir plus de retours au bureau dans les semaines à venir. Oui, mais ce sera pas exactement comme avant, je ne pense pas. Maintenant, ce qui est frappant, c'est que on a vu sur ce sujet du travail à distance en concentrer les aspects positifs et négatifs du travail à domicile, en plus dans un cas et dans une période très spécifique. Parce que quand on travaille à domicile, il n'est pas normal que les enfants ne soient pas à l'école. Hein. Tandis que là, typiquement, c'était une des grosses difficultés pour les parents, c'est qu'ils devaient faire l'école à domicile et que jongler entre ça et des conférences téléphoniques avec des collègues ou des clients, etc., c'est quand même très très compliqué. Au point d'ailleurs qu'il y avait un article ce matin, je crois, dans le Financial Times, sur le risque que ça pouvait faire peser aux femmes enfin, un risque de retour en arrière, en fait, dans l'équilibre vie professionnelle, vie privée, et le risque donc les femmes soient condamnées, entre guillemets, ces circonstances à, de façon excessive par rapport aux hommes, à devoir se consacrer aux, aux tâches ménagères, domestiques, etc. Parce que ça a été observé. Donc c'est un vrai risque. Et je pense que là, il faut que les employeurs ils portent une vigilance particulière. Parce que on revient tout doucement à la normale, effectivement, mais on ne sait pas s'il n'y aura pas une deuxième vague cet hiver ou pas. Et il ne faudrait pas que effectivement il y ait ce retour en arrière sur des sujets comme celui-là qui sont quand même très importants. On voit bien l'importance et l'impact positif que la diversité peut avoir et l'équilibre homme-femme, l'égalité homme-femme dans le monde du travail peut avoir sur le résultat d'une entreprise. Ça a été largement prouvé. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut faire attention. Et par ailleurs, toujours sur le sujet du travail à domicile, euh, on a vu les aspects négatifs, mais il faut quand même aussi garder les aspects positifs, notamment justement sur le partage des tâches
en ce qui concerne le fait de s'occuper de la famille. Quand, par exemple, il y a un enfant malade en plein hiver, qu'on soit pas obligé de poser des jours de congé, que ça puisse être l'un ou l'autre conjoint qui puisse rester à la maison pour s'en occuper, tout en travaillant, etc., etc. Donc voilà, il faut regarder tous ces éléments-là. Cette crise a montré que c'était possible, que ça fonctionnait, mais qu'il y avait beaucoup de difficultés aussi. Notamment, un autre point qui a eu beaucoup de succès dans les formations qu'on a proposées, c'est comment garder le lien quand on travaille à distance. Ça, c'est aussi un point qui, j'espère, sera conservé sur la durée. Oui, parce que là, comme tu le dis, le télétravail qui a été vécu là pendant 3 mois, effectivement, c'était un télétravail et entre guillemets confiné, donc Oui, dans un mode de fonctionnement très très anormal. oui, tout à fait, Donc, je tout pense à fait. qu'aujourd'hui, les entreprises vont réfléchir à un mode de télétravail plus durable, pertinent et qui permettra de respecter aussi des conditions de travail plus équilibrées. Euh, Oui, une question, Geoffroy, est-ce que tu penses que cette crise va accélérer les différents projets et chantiers de transformation digitale au niveau RH? Parce que beaucoup d'entreprises se sont vues, entre guillemets, un peu bloquées. Il y a même des entreprises qui ont eu du mal à sortir leur paye. Donc, j'imagine que celles qui ont eu du mal à sortir leur paye, sont pas forcément équipées de solutions, comme tu l'as dit, collaboratives, permettant de sonder les collaborateurs, etc., de traiter la formation, le recrutement. Est-ce que tu penses que ça va accélérer cette transformation au global? j'espère. J'espère parce que sinon ce serait une occasion ratée. En février, j'étais au téléphone avec une RH d'une entreprise informatique. Pourtant, eh bien, le fondateur de cette boîte, qui était toujours à la tête de l'entreprise, refusait obstinément le travail à domicile. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Il faudrait que je la recontacte pour savoir comment ils ont fait pendant la crise. Euh, alors, la vraie difficulté, en fait, c'est de bien définir la stratégie et l'objectif à atteindre. Parce que là, évidemment, on a eu une situation contrainte et exceptionnelle. Maintenant, alors, déjà, quand on dit exceptionnel, entendons-nous bien. Euh, Parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris depuis 20 ans maintenant, c'est que l'improbable, euh, voire l'exceptionnel, voire le catastrophique arrive. Entre le 11 septembre, la crise financière, les attentats terroristes en Europe, dans plusieurs pays d'Europe, souvenez-vous de l'Espagne qui avait été très touchée au milieu des années 2000, etc. Et puis évidemment la France naturellement, l'Angleterre, j'en passe. Et puis maintenant, évidemment, cette crise de Covid, il est évident que dans les prochaines années, il y aura d'autres crises, mais on ne sait pas lesquelles. Donc, il faut se préparer justement à ce qui n'est pas prévisible. C'est un peu ça le paradoxe. Maintenant, si on regarde ce qui s'est passé, d'ailleurs le président Macron l'a évoqué rapidement hier, un exemple intéressant, c'était quand la France a pu mettre en place cette logistique particulièrement complexe pour déplacer des patients d'une région à une autre, voire même à l'étranger. Euh, Ce que j'ai appris, c'est que en fait, cette opération logistique ultra complexe avait été conçue il y a quelques années déjà en prévision d'attaques terroristes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, l'État français avait planifié pour une situation de crise, c'est une autre situation de crise qui s'est présentée, mais ils ont quand même pu utiliser certains plans d'urgence pour répondre en partie à la situation présente. Et je pense qu'on peut faire un parallèle pour les entreprises, c'est-à-dire que euh, on sait bien que il y a un certain nombre de choses qui vont aider en situation de crise. Si on arrive justement à planifier, si on arrive à être flexible, si on arrive à essayer d'anticiper en amont les points de faiblesse de l'entreprise pour essayer d'y remédier, alors on sera mieux préparé à la prochaine crise, quelle qu'elle soit.
Donc, dans le cas qui nous occupe, là, aujourd'hui, pour les sujets plutôt liés au RH, alors bon, il y a les aspects matériels, effectivement, comment on gère les gens, si on n'arrive plus à les contacter, s'ils peuvent plus venir au bureau, etc. Ça, ce sont des choses qu'on aura appris de cette crise et il faut en tirer les leçons pour être mieux préparé la fois d'après, bien entendu. Hein, déjà, là, on peut se dire, tiens, que se passerait-il s'il y avait un deuxième confinement en décembre? Bon, ça, c'est un exercice assez facile à faire. On observe ce qui s'est passé là et ce qu'on peut améliorer. Euh, Maintenant, on peut multiplier les exemples. Que se passerait-il si un de nos principaux fournisseurs ne pouvait plus nous fournir parce que eux sont en confinement? Pareil, on peut regarder ce qui s'est passé là et adapter la stratégie, etc., etc. Je peux multiplier les exemples. Maintenant, pour le sujet RH, ce sera la même chose. Euh, je voudrais aussi parler, parce qu'on l'a pas encore fait, de tous ces salariés qui, eux, ont travaillé pendant le confinement sur site, donc pas à domicile, mais tous ceux qui étaient catégorisés essentiels et qui ont dû travailler dans des conditions complexes. Alors, je ne parle même pas évidemment des personnels de santé, parce que là, on est vraiment à un niveau extrême, mais toutes les personnes qui travaillaient dans la distribution, dans la logistique, etc., ont montré évidemment l'importance qu'ils avaient, notamment parce que eux avaient le contact direct avec les clients. Donc, si je suis RH, je peux me poser la question, tiens, mais là encore, quelles leçons je tire de cette expérience de façon positive et notamment tous ces collaborateurs-là, le simple fait que eux soient en contact direct avec les clients euh, signifie qu'ils ont sûrement des choses aussi à nous apprendre sur la façon dont on peut mieux servir les clients, par exemple. Quelles sont ces connaissances qu'ils ont qui permettraient de continuer à développer l'entreprise. Et réciproquement, même chose, comment j'anticipe les prochaines crises, notamment en ce qui concerne la protection de ces collaborateurs. Et puis à terme, leur évolution, etc., en termes d'évolution professionnelle, parce que c'est aussi un peu normal de les mettre en avant et de les remercier des efforts qu'ils ont pu faire ces derniers mois. Alors, cette crise, elle a quand même permis, on en avait discuté, d'ouvrir un peu les esprits et puis de voir un certain nombre d'innovations apparaître. Mm-hmm. Il y a quand même des points positifs, que ce soit au niveau, on parlait tout à l'heure des rapports entre les salariés, leur entreprise, les managers, comment se sont développées les communications pendant ce temps de crise. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on a vu quand même un certain nombre d'initiatives solidaires. Oui. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas plus communiqué pendant cette crise au sein des entreprises qu'en temps normal? Oui, c'est un peu le paradoxe et j'espère que ce sera une des leçons à retenir. Alors, j'ai pas de chiffres, hein, c'est juste un ressenti. Je pense que les participants peuvent aussi indiquer sur le chat leur propre expérience là-dessus. Mais oui, j'ai l'impression que les entreprises ont fait plus d'efforts de communication, plus de transparence sur ce qui se passait. Et c'est évidemment quelque chose de positif qu'il faut conserver. Et il y a eu tout ce côté, cette approche beaucoup plus humaine aussi. C'est Ouais. quand même peut-être la première fois dans le monde du travail où quand on demande à quelqu'un comment vas-tu, on le pense réellement. Et c'est pas uniquement salut ça va, moi ça va, toi ça va. Enfin, on était vraiment dans une situation où on dit bah tiens comment vas-tu, est-ce que tout le monde est en bonne santé chez toi, etc. Donc c'était une vraie une vraie question. Et j'espère que cet élément-là va être conservé, que ce côté humain va être conservé. J'espère aussi que les entreprises vont continuer à communiquer de façon transparente, même quand l'entreprise, même et surtout d'ailleurs quand l'entreprise va mal. Et là, je vais prendre deux exemples, un positif et un négatif, qui ont fait la une il y a 2 semaines, je crois, à savoir Airbnb et Uber. Donc les deux entreprises frappées de plein fouet par la crise, et les deux amenées à licencier en masse. D'accord? Donc là, le point de départ est strictement le même pour les deux.
Maintenant, il y en a une des deux qui a fait les gros titres de façon positive, qui est Airbnb. On a tous lu l'email qu'il a envoyé à l'ensemble des salariés. On a vu les infos ont été communiquées sur la façon dont il s'est séparé en fait de ses salariés, avec des entretiens individuels, sachant que le droit du travail aux États-Unis n'est pas le même qu'en France, hein, bien entendu, et avec des entre guillemets des packages, severance packages comme ils disent, qui étaient semble-t-il corrects de ce qu'on a pu lire dans la presse. Et puis à côté de ça, il y a eu Uber qui a convoqué en conférence Zoom un certain nombre de salariés en leur disant bah, tous ceux qui êtes dans l'appel, vous êtes licenciés. Voilà, donc je pense qu'il y a un petit peu de deux exemples assez opposés où on peut et on doit, y compris en situation particulièrement complexe, être transparent et être humain et expliquer effectivement la situation. Après, on a vu des exemples beaucoup plus positifs, heureusement, à l'initiative des entreprises ou des entreprises qui répondaient aux demandes des gouvernements. Alors, je cite cet exemple parce qu'il y a des clients Cornerstone dans cet exemple, mais des entreprises telles que, de mémoire, il y avait j'essaie de me souvenir du communiqué de presse, il y avait Peugeot, il y avait Valeo, il y avait je sais plus si c'était Air Liquide ou Schneider, enfin plusieurs entreprises comme ça qui ont répondu à l'appel du gouvernement pour fabriquer des appareils respiratoires. Donc ça, c'est un exemple positif. L'autre exemple, évidemment, c'était LVMH qui a, et je crois Pernod Ricard aussi d'ailleurs, qui ont changé leur production pour créer des gels hydroalcooliques. Il y a eu d'autres exemples dans d'autres pays d'ailleurs. Hein. Je crois qu'il y a eu ça avec des distilleries de whisky en Écosse. Donc voilà un autre exemple positif. Donc tout ça, ce sont des choses tout à fait remarquables qu'il faut mettre en avant, et il faut féliciter ces entreprises d'avoir pris ces décisions pour aider les pays. Et ce qui était intéressant aussi, c'était l'innovation sur le terrain, qui était frappante. Alors, euh, il paraît qu'il y a un terme on appelle ça l'innovation frugale, du nom d'un livre qui a été rédigé sur l'innovation en Inde, dans des régions de grande pauvreté. Je crois que le titre du livre, c'est Jugaad Innovation, Jug2AD. Et le cas typique, ce sont les masques fabriqués à partir d'appareils, comment, pardon, Masque de plongée de masques Decathlon. Decathlon, voilà, merci. Donc ces masques Decathlon, je crois que c'est un médecin italien avec un ingénieur qui ont rajouté en fait une valve par imprimante 3D pour transformer ça en appareil respiratoire. Et Decathlon, là aussi, mettons-le de façon positive, a mis à disposition du coup ces produits pour répondre à l'urgence. Donc ça, c'est un exemple très positif et j'espère que, en fait, c'est ce type comment dire, de capacité à innovation que les entreprises devraient essayer de conserver après la crise. Donc là, on arrive en fait au cœur du sujet, c'est-à-dire que euh, on peut voir qu'il y a eu trois éléments positifs dont on peut qu'on peut retenir de cette crise. Le premier, c'était le retour à l'essentiel. Et donc là, on peut dire aujourd'hui, en tant qu'entreprise, maintenant qu'on revient tout doucement à une forme de normalité, plus ou moins, qu'est-ce qui est essentiel pour moi en tant qu'entreprise? Le deuxième point, c'était une nouvelle définition, une nouvelle mise en valeur euh, de la collaboration à tous les niveaux. Euh, donc là, cet exemple de Decathlon est parfait. Hein. On a un médecin, on a un ingénieur et on a une entreprise qui ensemble trouvent une solution. Donc, et ça, et au sein des entreprises aussi. Donc, plus de communication, utilisation de tous les outils de conférence en ligne avec la caméra, etc. Et une approche plus humaine des relations. Et ce troisième point, c'est l'innovation, justement. C'est cette innovation sur le terrain. Et ça, je pense que c'est le point essentiel qu'il faut garder pour la suite. Parce que le point de départ,
avant la technologie, avant les logiciels, etc., c'est l'état d'esprit. Et là, évidemment, on était dans une situation d'urgence. Donc, ceux qui ont fait ces adaptations, qui ont fait ces innovations, l'ont fait pour répondre à l'urgence. Maintenant, comment on garde cet état d'esprit sur la durée? Comment on développe au sein de l'entreprise une culture d'innovation? Et je pense que là, l'ARH a un rôle essentiel à jouer, euh, notamment par le levier de la formation au sens le plus large du terme. Hein. Vraiment, je parle pas du plan de formation avec un catalogue. J'espère que ça va partir. Non, non, je parle vraiment de développer cette culture d'innovation par un développement finalement d'une culture de curiosité. Et ça passe par l'ensemble de la palette des outils offerts par une formation moderne et digitale, notamment le partage des connaissances, donc les discussions, les échanges, mais aussi la capacité à tester des choses nouvelles. Et donc, et ça c'est un point qui va être particulièrement difficile en France, le droit à l'erreur. Permettre aux gens de se tromper. Et donc là encore, c'est ça qui est intéressant avec la formation, c'est que ça offre un cadre dans lequel on peut se tromper. Hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lesquels les entreprises doivent se pencher, notamment les DRH, c'est comment je mets en place un environnement qui permet aux collaborateurs de partager ce qu'ils savent, d'apprendre les uns des autres, d'échanger et de tester des choses, de lancer des projets, des idées, avec une capacité, une marge d'erreur acceptable pour l'entreprise. Parce que c'est comme ça qu'on favorisera l'innovation. C'est un peu le principe, pardon, juste pour terminer là-dessus, c'est exactement le même principe que les investisseurs qui investissent dans des startups. Ils savent très bien que il y en a la plupart ne tiendra pas, mais il y a celles qui réussiront et qui réussiront de façon exponentielle. Il faut garder un état d'esprit similaire au sein de l'entreprise. C'est un peu le principe de l'entreprise apprenante. Hein. Oui, c'est exactement ça. Mais je pense que là, on a une opportunité de le mettre en place vraiment. Et il y a les outils pour le faire. Alors, bon, là, je parle évidemment en tant qu'éditeur logiciel, hein, mais sur le marché, il y a les outils pour le faire largement. Alors justement, pour parler de ces solutions logicielles, parce que c'est un peu le cœur du sujet, on a une question de Rebecca qui dit, bah oui, mais avec les difficultés financières d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez vraiment que la digitalisation ou la mise en place de projets RH vont être la préoccupation des directions générales qui sont plutôt en train de sauver leur trésor? Oui, alors effectivement, évidemment, il y a le court terme et il y a le long terme. Maintenant, encore une fois, évidemment, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Hein. Donc, si l'entreprise fait faillite, par définition, elle peut pas innover. Donc, il faut être réaliste, ça c'est sûr. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faille ne rien faire. Et ça ne veut pas dire que tout passe par des projets monstrueusement chers. Au contraire, euh, je parlais de frugalité à l'instant. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, justement, d'abord en regardant tous les éléments positifs qui ont pu se passer pendant la crise. Et ces idées, justement, de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui a pu fonctionner qu'on peut garder? Quelles nouvelles idées ont pu fonctionner qu'on peut garder? Par exemple, comment je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit, c'est peut-être pas forcément le meilleur, mais il était intéressant. Tous ces producteurs agricoles qui ont développé des circuits courts pour pouvoir proposer leurs produits à des moments où il était compliqué de les distribuer. Eh bien, on peut se poser la question comment essayer de prolonger l'expérience, comment essayer de s'assurer que ces nouveaux clients soient conservés. Parce que ils ont testé ça, ils ont pu voir la qualité, ils ont pu voir apprécier ce qui était fait. Pareil pour ces restaurateurs qui ont mis en place des formes de distribution.
comment on peut conserver ce nouveau business model qui avait été mis en place sur un temps limité. Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Est-ce qu'il y a des nouvelles idées à mettre en place? Des nouveaux types de services, des nouveaux business models. Euh, Par exemple, dans l'agriculture, il y avait tous ces systèmes qui existaient déjà d'abonnement à des AMAP. Ça existe depuis, je sais pas, au moins 10-15 ans. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait être conservé et appliqué pour des populations et des clients plus larges? Euh, dans toutes ces industries qui ont été affectées notamment par des ruptures euh, de leur supply chain, euh, qu'est-ce qu'on peut éventuellement modifier pour ne plus avoir ce risque-là? Parce que c'est aussi cette question d'éviter que ce risque se représente. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement être rapatrié en Europe et en France? Ce sont des questions légitimes à se poser qui vont impacter la stratégie, euh, etc. Donc oui, évidemment, il faut en premier lieu garantir la trésorerie à court terme, sinon l'entreprise ne survit pas. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été mises en place, beaucoup d'outils de financement qui ont été mis en place par l'État pour sauvegarder notamment l'emploi. Il y a énormément d'aides publiques qui sont potentiellement disponibles. Là aussi, ce sont des opportunités euh, à saisir euh, pour maintenir la pérennité de l'entreprise et peut-être justement investir dans tous ces sujets-là. Et je suis d'accord avec vous, il faut faire ça par étapes. On ne peut pas tout de suite lancer un grand projet qui coûte une somme folle si on n'est pas sûr d'avoir un retour sur investissement derrière. Et puis Euh, ce que tu as dit tout à l'heure est important. Et il y a beaucoup de RH qui l'ont pas forcément en tête. Mais une solution comme Cornerstone, typiquement, on n'achète pas une solution globale. On peut y aller par étapes. oui, Donc, il faut oui. identifier son besoin prioritaire. On n'est pas obligé de partir sur des projets à 1 million d'euros. On est d'accord, Non, Geoffroy? non, bien sûr. Voilà. C'est l'idée du projet pilote, c'est le principe. C'est-à-dire que, notamment et surtout dans cette situation de crise, il faut voir effectivement quelle est l'urgence absolue euh, pour permettre à l'entreprise euh, de se développer. C'est-à-dire que on ne peut pas être que défensif. La meilleure défense, c'est l'attaque parfois. Donc, on peut essayer de se dire, bah tiens, est-ce qu'on peut faire émerger des nouvelles idées, des nouveaux business à partir de ce qui a été testé et mis en place ces derniers mois, ces dernières semaines. Euh, Par exemple, je prends cet exemple parce que je connais une entreprise qui a été confrontée, des choses dont on disait non, ça n'est pas possible à distance, il faut aller sur place pour le faire. Et puis tout d'un coup, on n'avait pas le choix, on était obligé de le faire à distance et ça marche très bien. Ça sont des choses qu'on a pu observer, des trucs concrets. Où on se disait pendant des années, non, non, ça marchera jamais, on n'est pas équipé pour, la technologie va pas suivre, etc. Et puis finalement, si, on a été obligé de le faire. Bon, comment je transforme ça, comment je package ça dans un nouveau type de produit et service au bénéfice du client euh, et donc pour acquérir des nouveaux clients. Parce que c'est aussi un moment où si moi j'ai des difficultés, mes concurrents aussi. Donc, comment je peux essayer de doubler mes concurrents par plus de créativité, plus de flexibilité? Comment je comprends les problèmes auxquels sont confrontés mes clients et qu'est-ce que je peux faire pour les y aider? Et donc, développer des produits et services qui vont me permettre, moi, maintenant, aujourd'hui, en situation de crise, de gagner des nouveaux clients. Parce que c'est possible aussi. Je pense qu'en interne, côté entreprise, côté RH, la problématique actuelle, pour beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas mis en place, on va dire, de stratégie GPEC et là qui se disent, bon, comment on s'y prend? Est-ce qu'on va licencier? Est-ce qu'on va faire de la mobilité interne? Est-ce qu'on va faire de l'upskilling, du reskilling? Mhm. Ces entreprises-là, quand tu es une entreprise ne serait-ce que de 500 salariés, si t'es pas équipé d'outils digitaux pour le faire, tu peux pas le faire sur un Excel. Donc Oui. je pense que ça, non mais ça C'est- c'est des projets où je pense qu'il y a quand même un investissement rapide à faire sur ces sujets-là. Oui. Il Et y a qui peut un être fait ROI. par étapes.
mais qui peut être qui peut fait être par fait étapes. par. Voilà. Alors, Excel, évidemment, étant l'outil de gestion des talents numéro un, malheureusement, hein, c'est clair, et c'est affligeant à tous les niveaux, en termes de protection des données, en termes d'efficacité, en termes de tout ce qu'on veut. Enfin bref. Euh, Effectivement, enfin, alors là encore, bon, le licenciement, c'est malheureusement la réponse facile et rapide. Et je dis pas que les entreprises soient pas obligées de le faire à un moment ou à un autre. Hein. C'est pas ça le point. Euh, Maintenant, si on peut l'éviter, notamment avec tous les systèmes proposés par les gouvernements en France et en Europe, c'est quand même mieux. Euh, Nous, on croit beaucoup chez Cornerstone à la mobilité interne. Et beaucoup d'entreprises, malgré la crise et malgré un chômage qui va se développer, hélas, vont quand même euh, toujours avoir le problème de compétences pénuriques. Hein. Ce ne sont pas les data scientists qui vont être licenciés, par exemple. Euh, donc, euh, dans une situation où ce type de profil pénurique deviendra encore plus pénurique parce que les entreprises feront tout pour garder ceux qu'ils ont déjà, euh, la mobilité interne avec une vision plus flexible des compétences, pour nous, est clairement une solution à explorer. Là, je voudrais faire un petit zoom rapidement sur l'acquisition de Clustry, hein, qu'on a faite en janvier. Euh, un des éléments les plus intéressants, c'est le fait que cette technologie permet une approche un peu plus souple de cette notion de compétence. De dire à quelqu'un, oui, mais alors attends, parce que j'analyse ton CV, tu as telle compétence de façon immédiate, certes très bien, mais par correspondance, tu pourrais aussi plus facilement que d'autres développer telle ou telle autre compétence connexe auquel tu n'as pas forcément pensé. Et par conséquent, on étend ça évidemment à la mobilité interne, au lieu de passer de poste, je sais pas moi, junior, senior manager, je sais pas quoi, de dire bah tiens, tu es dans tel département, bah, tu pourrais faire un saut de plus vers un autre département. Et vu tout ce que tu sais déjà faire, finalement, c'est pas si complexe que ça. Et l'intérêt pour l'entreprise, c'est que évidemment, en formant quelqu'un en interne, la vitesse de montée en compétence sera quand même plus rapide sur un certain nombre de sujets. Et il sera peut-être plus facile de recruter en externe pour remplacer quelqu'un qui est en mobilité interne, plutôt que de recruter directement au poste cible. Euh, je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais je reprends l'exemple des data scientists. Il y a quand même un certain nombre de formations qui existent sur le marché pour former des data scientists. Eh bien, en interne, vous n'êtes pas obligé de limiter vos recherches aux gens qui sont déjà dans la direction informatique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est, je sais pas moi, en finance, en contrôle de gestion, qui a l'habitude des chiffres, l'habitude de gérer de la donnée, et qui peut-être, sans que l'entreprise soit particulièrement au courant, s'intéresse aux outils informatiques et une bonne culture générale informatique. Bon, bah, cette personne-là pourrait être formée peut-être plus rapidement que d'autres euh, dans ces thèmes-là, et elle-même remplaçable plus facilement en recrutement externe, par exemple. Donc, je pense que là, il y a un vrai sujet, un vrai thème qui est tout ce vivier de compétences internes, souvent sous-exploité, euh, et qui fait un pont, d'ailleurs, avec ce que je disais tout à l'heure sur la façon de gérer sur le long terme euh, ceux qu'on a appelés les travailleurs essentiels, mais tous ceux aussi qui ont des emplois pénibles. Pénibles au sens pénibilité, voire la réforme des retraites, quelle que soit la forme qu'elle prendra in fine. Euh, Par exemple, je crois que c'est au Danemark où les entreprises doivent développer les collaborateurs qui ont un emploi pénible pour que, à un âge précis, je ne sais pas quel est l'âge dans la loi danoise, mais ça doit être autour de la cinquantaine, je crois, on puisse leur proposer un travail qui ne soit pas pénible. Et ce que je disais tout à l'heure, justement, tous ces personnels essentiels tels qu'on l'a observé pendant la crise, pendant le confinement,
ont un certain nombre de compétences et notamment de connaissances clients qui serait dommage de négliger. Je pense au personnel de caisse dans la distribution, par exemple. Ce sont eux qui voient les clients tout le temps, tous les jours en permanence. Et ils peuvent aussi bien connaître les produits. Là, tous les personnels de production en usine connaissent bien les produits, pourraient avoir des idées d'amélioration, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche de gestion des compétences qui soit plus ouverte et plus flexible. Et la technologie, et notamment le big data, euh, offre cette nouvelle approche aujourd'hui. En temps réel. Oui, Ce qui n'était pas le cas avant, parce que beaucoup d'entreprises travaillaient sur des JPEG photographiques à un instant T et refaisaient oui, l'exercice l'année d'après. oui, c'est ça, c'est ça. Et là, l'idée, c'est justement d'avoir cette flexibilité-là. Alors, évidemment, il y a toujours besoin de planification, mais peut-être avec une approche qui soit plus orientée business, un peu moins administrative, et le digital offre aussi cette souplesse-là. C'est comme pour la formation. Hein, est-ce qu'on a encore besoin de plans de formation ultra lourds, euh, plan de développement des compétences, comme on dit aujourd'hui? euh, Est-ce qu'on peut pas avoir une approche plus souple et notamment accordant beaucoup plus de liberté aux collaborateurs de se former lui-même? Donc, en mettant des contenus de formation en libre service pour répondre aux besoins immédiats. Je prends un exemple concret. Je suis un manager, j'ai quelqu'un dans mon équipe dont le comportement en ce moment laisse un peu à désirer, où les résultats ne sont pas ceux attendus. Eh bien, je vais de moi-même aller dans le système et chercher une micro-formation sur le thème comment avoir une conversation difficile avec un collaborateur, comment donner un feedback à quelqu'un qui est sous-performant. Il y a tout un tas de contenus de formation qui existent sur le sujet. Donc, je peux regarder cette vidéo de quelques minutes avec les éléments de conseils pratiques qui me sont donnés et après, je contacte mon collaborateur pour lui donner mon feedback. Ça, c'est un exemple. J'ai pas besoin d'appeler la RH en disant voilà, j'ai besoin d'une formation sur en gestion de conflit. C'est pas l'objectif dans ce cas précis. Ça peut l'être dans d'autres. Donc on peut avoir cette flexibilité là et ce qui n'empêche pas évidemment de faire le lien aussi entre la formation et le quotidien du travail. Donc de permettre à la formation de s'intégrer dans ce quotidien du travail. Euh, donc ça veut dire prendre cet exemple, hein, en ce qui nous concerne chez Cornerstone, de s'interfacer avec des outils comme Salesforce ou Slack qui sont utilisés au quotidien par un certain nombre de populations dans l'entreprise. Qui n'est pas besoin d'aller chercher ailleurs des informations qui sont dans la plateforme Cornerstone et qui puissent directement aller rapatrier finalement l'info directement dans l'outil qu'ils utilisent en permanence. Donc on est bien dans un sujet aujourd'hui où le digital implique systématiquement le collaborateur, contrairement au discours qu'on pouvait avoir il y a 3, 4, 5 ans, où on parlait d'équiper des Oui, processus métiers, mais finalement on parlait pas des utilisateurs finaux que sont en oui. fait les salariés. Oui, ça a beaucoup changé et d'ailleurs, ça a été aussi une pression du marché. Hein. Clairement, il y a eu beaucoup de startups, d'entreprises qui se sont créées sur ces sujets-là, sur tous les thèmes RH, hein, du recrutement à la formation, en passant par la performance, le feedback et j'en passe. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir les deux en miroir ou de marcher sur deux jambes, si on veut. Il faut évidemment, de façon pragmatique, améliorer les processus de l'entreprise et faire gagner du temps autant que faire se peut, justement, au RH, quel que soit le poste qu'ils occupent. Donc, c'est tous les sujets liés à l'automatisation des processus. Hein. Si par exemple, le fait de dire, dès que de façon automatique une personne répond à tel ou tel critère, automatiquement on va lui envoyer tel et tel type de formation. Donc ça, ce sont des automatismes qui ne devraient être paramétrés qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois pour chaque individu. Euh, Juste pour prendre cet exemple. Euh,
donc oui, il faut améliorer les processus, les automatiser, mais en parallèle, du point de vue de l'entreprise, il faut prendre le point de vue du collaborateur. Donc c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Euh, le, il faut une approche qui soit multidimensionnelle. Il faut que ce soit évidemment descendant. Il y a toujours un élément descendant, des formations obligatoires, de conformité, ou un processus de recrutement qui est défini d'une certaine manière, parce qu'il y a des recrutements en permanence pour certains postes, par exemple, etc. Donc, il y a des choses qui sont descendantes de l'entreprise vers les salariés ou vers les candidats pour le recrutement. Mais il faut aussi qu'il y ait l'aspect, on va dire, entre guillemets, ascendant, donc du collaborateur vers l'entreprise, comment je communique, comment je vais moi-même chercher les choses dont j'ai besoin, quelle liberté on me laisse. Euh, Par exemple, en termes de mobilité interne, hein, pourquoi cacher des postes à un collaborateur? Il vaut mieux ouvrir tous les postes disponibles, mais en revanche, faire des recommandations prédictives pour les trier d'une façon qui ait du sens pour ce collaborateur-là. Et puis, il y a aussi la dimension horizontale, donc tout le partage entre collaborateurs. Qui sait quoi dans l'entreprise? Comment j'évite de perdre des connaissances si quelqu'un quitte l'entreprise? Et comment je permets un partage des connaissances, c'est-à-dire le fameux vieux modèle 70-20-10 qui fête ses 40 ou 50 ans cette année, je sais plus, eh bien, comment on le met cette fois-ci vraiment en application dans un modèle qui soit 100-100-100, c'est-à-dire vraiment où on peut à la fois se former en allant chercher des formations structurées, en posant des questions à des collègues et en étant sur le terrain, apprendre des choses nouvelles, mais en faisant en sorte que ce que j'apprenne des autres ou ce que je fasse sur le terrain euh, soit aussi enregistré comme compétence acquise. C'est pour répondre à tous ces enjeux finalement que Cornerstone a cette stratégie de rachat d'acteurs comme Saba, Clustry, etc. Oui, alors C'est historiquement, oui, on a historiquement Cornerstone jusqu'au rachat de Clustry inclus. Notre stratégie était plutôt de racheter des technologies spécifiques pour enrichir notre plateforme. Donc, c'est ce qu'on avait fait effectivement avec Clustry. On l'avait fait avec Grovo, qui est une entreprise new-yorkaise sur les contenus de formation, avec Workpop, qui était une entreprise de recrutement, etc. On a eu d'autres rachats historiques. L'acquisition de Saba, c'est une autre dimension. L'acquisition de Saba nous fait passer, par exemple, de à peu près 40, 45 à 75 millions d'utilisateurs. Ça fait de nous probablement l'acteur cloud, toute catégorie confondue, qui a le plus grand nombre d'utilisateurs au monde. Euh, Là, les principales raisons de l'acquisition de Saba, déjà la principale raison, c'est l'accélération de notre innovation. Parce que Saba étant exactement sur le même marché que nous, leur équipe de R&D travaille sur les mêmes sujets que nous, donc l'accélération de ce qu'on va pouvoir proposer à nos clients sera vraiment importante puisqu'on récupère des gens qui sont déjà des experts des sujets qu'on traite nous. Donc ça augmente notre taille de R&D de 60%, pour faire simple. Hein. C'est quand même très 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 important. Donc ce sujet d'innovation est vraiment au cœur de ce rachat qui était très important parce que voilà, on passe en gros de 2 à 3 000 salariés, pour faire simple. Hein. oui, Cornerstone devient leader mondial. Oui, oui, oui. Bon, on l'était déjà, mais là, ça devient vraiment une dimension nettement supérieure. Euh, En plus, Cornerstone était un acteur significatif dans le domaine du recrutement, mais Saba, par l'acquisition du MES, était vraiment, vraiment leader mondiaux. Là, pour le coup, nous, on ne l'était pas. Donc, on acquiert cette position grâce à eux. Donc, ces sujets d'innovation sont clés. Il y a aussi évidemment un sujet de taille. On est sur un marché où il y a aussi des très, très, très gros acteurs qui traitent tous les sujets possibles et imaginaux. Et donc, il faut être capable de répondre à ce défi-là. Et ça nous donne aussi accès à une masse de données encore plus importante. Donc, déjà, on avait énormément de données, hein, comme j'ai dit tout à l'heure,
Mais là, on passe à un nombre de données gigantesques, ce qui va encore améliorer la qualité, la précision de nos algorithmes prédictifs. Donc ça va aller encore plus loin, mais aussi quand on analyse les comportements et les sujets que nos clients consultent, et bien évidemment, comme on travaille sur le fait de proposer une offre de contenu de formation, on sera plus à même de répondre aux besoins de nos clients, etc. Donc vraiment, il y a cet effet significatif en termes de nombre de clients, en termes de qualité de la donnée, en termes de qualité des produits qu'on va pouvoir proposer, etc. Alors, Et puis, il y a un aspect financier aussi. Il y a un aspect financier aussi d'avoir les reins encore plus solides. On était déjà une entreprise bénéficiaire et rentable. On continue évidemment à l'être par cette acquisition. C'est aussi au bénéfice de nos clients euh, parce que justement, dans des situations complexes comme celle-ci, comme celle qu'on connaît actuellement, si on investit dans un outil RH, on préfère que l'acteur soit toujours là dans 3 ans, 6 ans, 9 ans. c'est ce que j'allais dire. Quand on voit l'effondrement du marché, enfin l'effondrement, on voit que les acteurs les plus touchés, là rapidement, ceux que tu citais tout à l'heure, sont quand même des startups. Mmh. Oui, Donc effectivement, en termes de digitalisation pour l'entreprise, il faut quand même faire très attention à la pérennité du partenaire avec tout lequel on va à fait, travailler. tout à fait, tout à fait. Parce que tu emploies le bon mot, c'est un vrai partenariat. Les sujets RH ont une dimension particulière que n'ont pas forcément les autres projets de l'entreprise, parce qu'on touche aux personnes, parce que les données qu'on traite ne sont pas que des données brutes de clients ou d'entreprises, ce sont des données d'individus, de personnes. Donc on est un peu aussi à la frontière entre les données d'entreprise et les données privées. Donc tous les sujets liés à la protection des données auront une Ouais. dimension particulière. Et aussi parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, on touche aussi à la culture d'entreprise. Et puis Euh, les projets RH sont aussi traités en CSE en France, ce qui n'est pas oui, anodin. en plus, ce qui n'est pas anodin, exactement. Donc oui, il y a aussi cette dimension-là, bien évidemment. Alors pour conclure, Geoffroy, parce que ça va faire bientôt 1 heure qu'on est Mhm. ensemble, ça serait quoi les enjeux de la fonction RH là, à court moyen terme selon toi? Alors, Ah, c'est une question facile, hein. question facile et pas du tout, pas du tout piège. Je vais essayer de pas dire trop de bêtises. Non, en fait, bon, il y a pas mal d'éléments que j'ai déjà dit. Ouais. Euh, je voudrais répondre, enfin, redire à la question de Rebecca tout à l'heure. Ouais. Euh, oui, à court terme, les enjeux financiers sont importants et je pense que euh, là aussi, la RH a son mot à dire, plus par leur expertise en droit du travail, mais que j'aimerais voir d'un point de vue positif. Euh, il y a c'est un terme qu'emploient les journalistes, moi je l'aime pas beaucoup, mais enfin bon, un matelas de protection sociale en Europe et en France qu'on ne trouve pas par exemple aux États-Unis. Euh, je pense que le risque en faisant des licenciements massifs, c'est de perdre les compétences. C'est un des risques. Il y a l'aspect, je parle du point de vue de l'entreprise, euh, et c'est la raison d'être d'ailleurs du chômage partiel, hein, tel qu'il a été inventé en Allemagne. C'était vraiment cette raison qui a mené à la création du chômage partiel, de dire bah, il faut un outil qui permette à la fois de faire face à la conjoncture, mais de protéger, de ne pas perdre les collaborateurs. Euh, donc, à un moment où l'État va proposer toute une palette de solutions pour aider les entreprises, euh, là, effectivement, toute la compétence ou le savoir-faire technique des RH va rentrer en jeu, justement pour essayer à la fois de protéger les collaborateurs et de ne pas perdre les compétences qui vont permettre à l'entreprise de redémarrer. Donc ça, c'est vraiment le court terme, l'immédiat. Mais il y a aussi cette idée d'anticiper la suite par un état d'esprit
offensif et innovant. On ne peut pas être que sur du défensif dans cette situation de crise. Parce que sinon, l'entreprise n'innovera pas et sera doublée et se fera manger par les autres. Donc, il faut au contraire se dire, dans cette situation de crise, euh, je me mets à la place des clients en tant que directeur général, par exemple, et j'essaie d'identifier la façon dont je peux répondre à leurs besoins. Et quand j'en parle au COMEX, j'attends que le RH me dise, eh bien, au sein de l'entreprise, pour répondre à ça, voilà ce qu'on peut faire avec nos équipes. Déjà, qui sait faire quoi dans l'entreprise? Si je veux avoir une action offensive en lançant un nouveau produit, en ouvrant un nouveau bureau, en allant dans un nouveau pays, qui sait le faire dans l'entreprise? Donc ça, c'est la RH qui doit pouvoir proposer des outils pour répondre à ces questions-là. Et après, à chaque entreprise de définir son niveau d'urgence. Hein. Ça peut être effectivement traiter le sujet de la performance et de la gestion des compétences en premier. Ça peut être gérer les problématiques de mobilité interne en premier, ou ça peut être gérer la formation en premier. Mais ça, c'est à vous de voir l'urgence. Et donc, créer cette culture d'entreprise du changement. Il faut être prêt à s'adapter, être prêt à changer rapidement en situation de crise et donc apprendre de ce qui s'est passé là et permettre aux collaborateurs de proposer des idées et de les tester. Parce que c'est comme ça que vous pourrez développer une innovation pour l'avenir et anticiper les prochaines crises. Ok, bah, je t'en remercie, Geoffroy. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, hein. On pourra en discuter toute l'après-midi, mais c'était déjà un échange intéressant. Bah, je pense qu'on va conclure. Il n'y a pas de questions Merci. particulières. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Geoffroy, merci de ta participation. Merci. N'hésitez pas, tout le monde, évidemment, déjà à me contacter. Si vous avez des questions, allez sur nos réseaux sociaux. On a un compte Twitter français, c'est SOD-8FR. Et sur LinkedIn, nous suivre. Et j'espère qu'on peut contribuer de façon utile et intéressante à la réflexion sur les métiers RH. Super. Merci, Geoffroy. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.